Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. Une bibliothèque numérique spécialisée sur la protection de l'enfant. Le lancement a eu lieu ce mardi. Meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, l'organisation Frontières Reporters sans frontières a annoncé ce mardi avoir déposé plainte en Allemagne contre le prince saoudien Ben Salman. Et en Haïti, le président dominicain envisage un mur entre son pays et Haïti, un projet pour combattre l'immigration clandestine. À nouveau, bonsoir. Je vous l'annonçais en titre, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé ce mardi au lancement officiel de la bibliothèque numérique spécialisée sur la protection de l'enfant. Cet événement s'est déroulé en présence des partenaires techniques et financiers. La bibliothèque numérique spécialisée sur la protection de l'enfant est désormais disponible au Bénin. Une initiative technologique qui participe de la mise à disposition du grand public d'une interface web de consultation de la législation et de la documentation produite au Bénin sur la protection de l'enfant. Elle a été officiellement lancée ce mardi 2 mars par le ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Cette initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance répond au double besoin de rendre accessibles les documents d'archives et de mettre l'information à la disposition des usagers. Il faut saluer les efforts du gouvernement dans le domaine du numérique qui favorise l'exploitation de façon optimale des vastes possibilités qu'offrent les nouvelles technologies. Désormais, les informations relatives à la famille, à la femme et à l'enfant sont disponibles en ligne grâce aux efforts conjugués du ministère et de l'UNICEF. Ce projet, aujourd'hui devenu une réalité, a été fortement soutenu par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Selon le représentant de ce partenaire à cette cérémonie, cette plateforme numérique consacrée à l'enfant est une innovation à plusieurs titres. Cette bibliothèque numérique constitue une innovation à plusieurs niveaux. Une innovation technologique parce qu'elle apporte un changement de modèle en permettant la transition du support physique au numérique pour régler plusieurs problèmes de préservation. Une innovation sociale parce qu'elle apporte des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits en offrant un accès libre et continu 24 heures sur 24 au grand public. Une innovation parce que c'est une source libre et facile d'accès aux documents sur la protection de l'enfant, encore plus pertinent aujourd'hui compte tenu de nos réalités liées à la pandémie. Une innovation parce que ce reste un moyen efficace pour sensibiliser la population sur la protection de l'enfant grâce au partage du contenu de cet espace sur les plateformes digitales. Une innovation parce que ça reste un moyen de préservation des documents pour une longue durée sur des supports numériques dupliqués à plusieurs endroits. La bibliothèque numérique spécialisée sur la protection de l'enfant est disponible et accessible sur le site bibliothèque.social.gouv.bj. Restons avec la ministre Véronique Togne-Fodé-Mewanou qui a sensibilisé les femmes vendeuses de poissons des localités de Sainte-Cécile et de Yenawa sur le microcrédit à l'AFIA. C'était ce mardi. Elle est allée expliquer la particularité qu'incarne cette nouvelle forme de microcrédit. Carnot François Rungbédérintor pour le compte rendu. Pour mettre en œuvre le microcrédit à la FIA, les vendeuses de poissons ont été identifiées comme des potentielles cibles qu'il s'avère nécessaire d'informer et de sensibiliser sur le produit. C'est dans ce cadre que la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, accompagnée d'une équipe du Fonds national de la microfinance FNM, a rencontré les vendeuses de poissons des localités de Sainte-Cécile et Yenawa ce mardi 2 mars 2021. L'occasion était propice pour faire la nuance entre l'ancienne formule de microcrédit et la nouvelle. Avec ces microcrédits, qui sont normalement des instruments de lutte contre la pauvreté,
en principe, au bout de quelques années, on devrait pouvoir s'en sortir. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas. Parce que il y avait trop de frais supplémentaires, il y avait trop d'intermédiaires. Et c'est en cela que le microcrédit à l'AFIA change. C'est une nouvelle formule pour permettre aux bénéficiaires d'en bénéficier véritablement. C'est la vision du chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, qui souhaite que la place du microcrédit retrouve effectivement toute sa noblesse, c'est-à-dire que ce à quoi ça sert, que ça sert vraiment. Qu'on arrête de faire semblant de faire des distributions. Et c'est en cela également que j'aimerais insister auprès de vous sur l'importance du remboursement, l'importance de la formation, de l'éducation financière qui est donnée dans les SFD. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir gérer correctement les fonds empruntés et pouvoir également les rembourser. Autre aspect important que la ministre a rappelé dans la présentation du microcrédit à la FIA constitue les taux d'intérêt. L'État, sous la gouverne de son Excellence le Président, a pu vous faire les meilleurs taux. Avant, il y avait 8,5% d'intérêt, maintenant c'est 4%. Tous les frais supplémentaires des cartes Carmes, de frais par-ci par-là, tout ça, ça a été supprimé. Même les frais de transfert mobile money que les compagnies de téléphonie mobile perçoivent d'habitude sont pris en charge par l'État. Ce qui ramène vraiment à un minimum. Si vraiment on fait du sérieux dans l'activité génératrice de revenus, en empruntant ces sous, on peut rembourser comme il faut et avoir encore des bénéfices. Bénéfice sur bénéfice, c'est à l'AFIA, non? Ça va donner à l'AFIA. On va pouvoir s'en sortir. On va pouvoir grossir notre activité économique. On va pouvoir faire un peu plus, avoir plus d'ambition. Mais avant, ce n'était pas possible parce qu'il y avait trop de frais en plus à payer. Les bonnes dames, satisfaites et après avoir exprimé quelques doléances, ont promis à l'autorité ministérielle un bon usage des fonds qui seront empruntés. Atelier de formation des auditeurs sur l'élaboration de la cartographie du plan d'audit, une rencontre organisée par l'Inspection générale des finances sur une période de 20 jours. Le lancement des travaux s'est déroulé lundi dernier dans un hôtel de la place. Reportage de Carole Olaya et Romaric Devouchy. Les responsables à divers niveaux des ministères prennent part à cet atelier de formation pour mieux appréhender la maîtrise des différents concepts liés à l'élaboration de la cartographie de gestion des risques au Bénin. Donc, il y a un enseignement intense que nous allons suivre tout au long de cette semaine, ça d'aujourd'hui à samedi. Et nous allons mettre la main à la pâte. Et cela, c'est de la responsabilité des premiers responsables des structures. Donc, je voudrais que l'assiduité y soit pour que nous puissions maîtriser l'outil parce que la carte que nous allons élaborer au niveau de chaque ministère, c'est une phase pilote. On ne pourra pas cartographier toutes les structures des ministères. Peut-être après l'enseignement, ça va se poursuivre au niveau des ministères avec l'accompagnement des inspecteurs pour élaborer la carte de 4 ou 5 structures par ministère à titre pilote. Mais les autres structures aussi ont l'obligation d'être cartographiées. Donc ça veut dire que ce n'est qu'un lancement, un commencement qui va se faire à partir de la formation de ce jour. La deuxième phase de cette rencontre débutera le 31 mai et portera sur l'audit basé sur les risques. Les différentes cartes de gestion de risque qui seront élaborées au cours de cette première phase de formation, prévue pour durer 6 jours, vont servir à faire un plan général d'audit au fin de faciliter l'inspection générale dans chacun des 7 ministères pris en compte par le projet. Information à l'international à présent, l'organisation française Reporters sans frontières a annoncé avoir déposé plainte en Allemagne contre le prince héritier saoudien pour crimes contre l'humanité. L'organisation française qui dénonce donc la responsabilité de Mohamed Ben Salman dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Plus de précisions dans ce reportage. La justice allemande va se pencher sur une affaire qui embarrasse le pouvoir saoudien. Dans une plainte de plusieurs centaines de pages adressée au procureur général de la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe,
Reporters sans frontières accuse plusieurs hauts responsables saoudiens de persécuter systématiquement les journalistes. Cette juridiction jouit notamment d'une compétence universelle qui lui permet de juger certains crimes commis à l'étranger. Et elle va donc devoir se prononcer sur une plainte qui met directement en cause le tout-puissant prince héritier Mohammed Ben Salman. Il est accusé entre autres de torture, de violence ou de disparition forcée exercée contre 34 journalistes. Nous demandons une analyse de la situation en vue d'ouvrir de manière officielle une enquête du ministère public qui serait une première mondiale avant d'émettre ensuite des mandats d'arrêt. Cette nouvelle accusation contre MBS s'ajoute aux conclusions de l'enquête des services secrets américains sur son rôle présumé dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Pour Washington, c'est bien lui qui a donné le feu vert à l'opération. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, a validé une opération à Istanbul, en Turquie, pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Après avoir nié son assassinat, Riyad a reconnu que plusieurs agents saoudiens avaient tué Jamal Khashoggi en octobre 2018 dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Le journaliste critique envers le pouvoir saoudien s'était exilé aux États-Unis avant de collaborer avec le Washington Post. Selon le renseignement américain, une vingtaine de personnes, dont l'ancien directeur adjoint des renseignements généraux saoudiens, sont impliquées dans cette opération. Les États-Unis ont annoncé des sanctions financières contre plusieurs responsables saoudiens. 76 personnes sont désormais interdites de séjour aux États-Unis. Le prince héritier, lui, n'est pas concerné par ces mesures restrictives. Le royaume wahhabite continue de rejeter les accusations contre MBS. Nous n'avons pas besoin d'être soulagés parce que nous n'avons jamais pensé que c'était une possibilité sérieuse. Le prince héritier n'est pas impliqué dans ce processus et a été innocenté de tout acte répréhensible. Il a endossé la responsabilité morale en tant que dirigeant courageux et cela signifie veiller à ce que la situation soit rectifiée et les responsables de ce crime odieux traduits en justice. La justice saoudienne a condamné 8 des accusés à des peines de prison, mais aucun responsable de premier plan. C'est dans ce contexte que le président américain s'est entretenu la semaine dernière au téléphone avec le roi Salman, le souverain qui a insisté pour maintenir un partenariat solide avec les États-Unis. Selon le classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF, l'Arabie Saoudite occupe le 70e rang sur 180 pays. Nika envisage un mur entre son pays et Haïti, un projet pour combattre l'immigration clandestine. La proposition est soutenue par une partie de la population, mais contestée par les associations d'aide aux migrants. Une clôture de 380 km de long entre la République dominicaine et Haïti, dotée de caméras à infrarouge gérant la reconnaissance faciale. Les travaux démarreront au second semestre de cette année. Le but, endiguer l'immigration illégale haïtienne, annonce ce samedi du président dominicain. D'ici 2 ans, nous voulons mettre fin aux graves problèmes d'immigration illégale, de trafic de drogue et de transit de véhicules volés, dont nous souffrons depuis des années. Louis Abinader et son homologue haïtien Jovenel Moïse ont signé le 10 janvier dernier un accord engageant leurs 2 pays à renforcer la sécurité et la surveillance des frontières. Ce projet de mur emporte l'adhésion d'une partie des Dominicains. Je pense que c'est une bonne chose car ici en République dominicaine, il y a déjà trop d'Haïtiens. C'est plein d'Haïtiens. On ne peut même pas prendre rendez-vous avec le médecin car c'est plein d'Haïtiens. Il y a des Haïtiens partout, donc je pense que le mur est une bonne idée. Je pense que ce serait important, car cela permettrait de contrôler la migration d'un pays à l'autre. Il n'y aurait pas autant de problèmes qu'il peut y avoir. Si le mur est construit et s'il est correctement délimité, que la frontière entre les pays soit respectée, tout cela est bénéfique pour les 2 pays. De leur côté, les organisations en charge de l'immigration s'indignent de ce projet. Des mesures telles que le renforcement des contrôles aux frontières devraient idéalement être complétées par des mesures visant à promouvoir une migration régulière et ordonnée. C'est une persécution permanente. Nous regrettons vraiment qu'un gouvernement qui prétend incarner le changement ne respecte pas au moins la dignité et les droits des immigrants en République dominicaine. La République dominicaine compte près de 11 millions d'habitants, dont 500 000 Haïtiens. Une immigration due aux crises institutionnelles successives et à la pauvreté endémique. Haïti
est le pays le plus déshérité d'Amérique du Nord, selon les données de la Banque mondiale. Une situation qui pourrait bien ne faire qu'accentuer la pression migratoire au-delà de l'île caraïbéenne que se partagent les deux pays. Situation en Birmanie, Londres appelle à réunir le Conseil de sécurité de l'ONU après la répression dans ce pays. Une vingtaine de manifestants ont été blessés, dont 3 en état grave après le coup de force de l'armée le 1er février. Après réunion à huis clos de l'ONU, n'avait abouti à aucune décision, la condamnation du coup d'État militaire. La situation est toujours préoccupante en Birmanie. Ce mardi, une vingtaine de personnes ont été blessées alors qu'elles participaient à une manifestation contre le coup d'État militaire du 1er février. 3 se trouvent dans un état critique. Le même jour, des centaines de personnes se sont rassemblées dans un petit cimetière de Rangoon pour les funérailles d'une des victimes tuées par un tir des forces de sécurité la semaine dernière. Nous devons faire savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont contre la junte. Et nous devons également faire savoir à la junte que la Birmanie est maintenant entre les mains des jeunes. Ces nouvelles tensions interviennent 2 jours après une journée de répression meurtrière, au cours de laquelle au moins 18 personnes ont été tuées selon l'ONU. Les vagues d'arrestations, elles se poursuivent, notamment 26 journalistes depuis le coup d'État, dont 10 sont toujours en détention. Le ministre des Affaires étrangères britannique, Dominic Raab, a tenu à réagir. Notre message est très clair, en particulier après ce que nous avons vu ce week-end, à savoir que nous devons mettre fin à cette violence aveugle, ainsi qu'au ciblage des politiciens de l'opposition, des journalistes et autres critiques. Nous devons mettre un terme à cette brutalité et ils doivent commencer à réfléchir à la voie à suivre pour rétablir la protection démocratique en Birmanie. On dénombre au moins une trentaine de morts dans les rangs des manifestants depuis le 1er février. La junte affirme pour sa part qu'un policier a péri en tentant de disperser un rassemblement. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.